Hello, bienvenue sur Reportart. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une nouvelle analyse, et en plus, une analyse spéciale Halloween. Aujourd'hui, j'ai vraiment voulu parler de cette œuvre parce qu'elle me faisait énormément penser au Sleepy Hollow de Tim Burton. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous en parler aujourd'hui. Je vais vous la présenter, mais pour le moment, je vais utiliser un de ses titres et pas son titre principal pour ne pas spoiler ce qui se passe dans l'œuvre. Son titre secondaire s'appelle Les morts vont vite et c'est une œuvre d'Horace Vernet qui date de 1839. Horace Vernet, c'est un peintre qui est plutôt connu et qui va naître dans une famille d'artistes. Son père, c'est Carl Vernet. Et puis son grand-père, c'est Joseph Vernet, et je pense que vous connaissez surtout les œuvres de Joseph dans la famille Vernet. En tout cas, Horace, il grandit dans une famille vraiment idéale pour devenir artiste. Je t'ai pas cité les autres membres de sa famille, mais c'est pareil, il y a quand même un architecte, il y a d'autres personnes un peu dans le monde artistique, etc. Donc vraiment, c'est idéal pour lui, et il va commencer sa formation avec son père. Son truc à lui, c'est la peinture de bataille, la peinture militaire, et puis surtout concentré sur les périodes de la Révolution française, de l'Empire et des conquêtes coloniales. La critique va beaucoup souligner sa rigueur pour représenter chaque détail militaire, et il est un petit peu perçu comme une encyclopédie des costumes et des accessoires de ce milieu. Il est plutôt apprécié. Alors, il est plutôt apprécié, mais c'est vrai enfin, comme tout le monde, on peut avoir des détracteurs. Mais lui, il a un détracteur qui s'appelle Baudelaire, qui, à l'époque où il va écrire sa critique vraiment assassine, il a 25 ans, il vient de voir des œuvres de Vernet au salon de 1846, et il est pas très content. Alors, c'est une critique qui est postérieure à l'œuvre qu'on étudie aujourd'hui, mais je trouvais ça intéressant parce que Baudelaire ne parle pas expressément uniquement des deux œuvres qui sont présentes au salon, mais il parle de l'ensemble de la carrière de Vernet à cet instant T. Je préviens, Baudelaire, il est très franc, il est très honnête, il a pas sa langue dans sa poche. Ça va être assez assassin. Il va écrire, attention, je prends mes feuilles, « Monsieur Horace Vernet est un militaire qui fait de la peinture ». Pour moi, cette critique qui est quand même un peu brute dans le sens où il reconnaît pas Vernet en tant que peintre, elle reste quand même intéressante parce qu'il le qualifie de militaire, comme si uniquement une personne ayant évolué dans ce milieu pouvait à ce point pouvoir représenter tous ces détails, tous ces batailles, etc. Donc je trouvais que cette critique un peu négative, elle était quand même intéressante, mais il va continuer et il va être beaucoup moins sympa. Il va dire: je hais cet homme parce que ses tableaux ne sont point de la peinture, mais une masturbation agile et fréquente, une irritation de l'épiderme français. Évidemment, c'est pas fini puisqu'il conclut: pour définir Monsieur Horace Vernet d'une manière claire, il est l'antithèse absolue de l'artiste. Donc Baudelaire, c'est l'équivalent d'un Twittos du 19e siècle. Pour faire un parallèle plus actuel, c'est un petit peu ça. Donc, comme on le voit, Horace Vernet, il est quand même... En vrai, dans l'ensemble, il est quand même apprécié, mais il a quand même quelques détracteurs. Pour l'œuvre d'aujourd'hui, c'est pas sa réception critique qui va nous préoccuper pour le moment, mais c'est surtout par rapport à ses autres œuvres, parce que je vous rappelle, Vernet, il fait ça, normalement. Mais là, il nous pond ça comme tableau. C'est quand même un petit peu particulier dans sa production. Si vous avez l'habitude de regarder les analyses sur la chaîne, vous savez que c'est pas un truc super rare que un artiste dans sa production ait quelques œuvres qui soient totalement singulières par rapport à ce qu'il fait dans son quotidien. C'est donc le cas ici avec Vernet, et on va regarder un petit peu de plus près cette toile. On se trouve face à une toile super sombre où notre œil va s'accrocher au visage lumineux de ce chevalier squelette. On a une jeune femme derrière lui qui vient soulever sa visière et elle a l'air tout juste de se rendre compte que le cavalier, c'est pas vraiment son prince charmant. La jeune femme, en plus de ça, elle ne peut pas s'échapper puisque le cavalier lui tient fermement la main. Le cheval, qui est d'un noir profond, lui a des flammes qui sortent des naseaux, mais aussi de ses sabots postérieurs. Toute la scène est hyper glauque puisqu'elle se déroule dans un cimetière. On a un cortège funèbre qui se trouve en arrière-plan, encapuchonné dans des capes noires tels des détraqueurs dans Harry Potter. Et au fond, on perçoit la seule source de lumière, finalement, mis à part le squelette, la seule source de lumière, donc, de ce tableau, qui se trouve derrière l'église. Sur cette reproduction, on voit pas forcément très bien tous les détails, donc je vous mets une version gravée où là, vous allez voir un petit peu les différents motifs se détacher.
Et puis ça va dévoiler quand même un élément un petit peu important qui s'appelle la destination du cavalier, puisque celui-ci est en train de mener le cheval vers un trou direction les profondeurs de la Terre. Pour l'instant pop culture, cette toile m'a en fait fait penser à une des scènes finales de Sleepy Hollow que je te mets juste ici. Où donc tu vois ce cavalier qui arrive à toute vitesse pour plonger vers un trou avec la personne à punir dans le film. Alors du coup, même si l'histoire du tableau et l'histoire du film n'ont rien à voir, il y a quand même, déjà esthétiquement je trouvais que ça se ressemblait vachement, mais il y a quand même un petit point commun qui s'appelle Gottfried Burger et qui est un poète allemand du 18e. Alors là peut-être que ça fait pas sens, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, pour le film, Tim Burton a repris la nouvelle de Washington Irving qui puise l'une de ses sources dans l'un des poèmes de Burger qui s'appelle Féroce chasseur. Et pour ce tableau, Vernet, sa ressource, c'est aussi un poème de Burger qui s'appelle La Ballade de Lénore. Et du coup, La Ballade de Lénore, c'est le titre principal de ce tableau et vous comprenez pourquoi je ne pouvais pas le dévoiler tout de suite. Qui dit ressources littéraires dit instant Père Castor où je vais devoir vous raconter un petit peu cette histoire pour mieux comprendre ce qui se passe dans le tableau et pour comprendre comment Vernet, il adapte en peinture ce poème. Je vais lire la version de Madame de Staël parce que je trouve qu'elle narre très bien l'histoire, mais en barre d'infos, de toute façon il y a toutes mes sources, mais je vous mettrai aussi d'autres traductions qui respectent un petit peu mieux le schéma du poème, la construction du poème, mais c'est vrai que pour une vidéo c'est un peu plus sympathique quand c'est narré. Juste pour un petit peu de contexte, Lénore est donc une jeune femme allemande qui attend son amant qui est parti à la guerre, et notamment pour la guerre de 100 ans. Une jeune fille s'effraie de n'avoir point de nouvelles de son amant, parti pour l'armée. La paix se fait, tous les soldats retournent dans leur foyer, les mères retrouvent leurs fils, les sœurs leurs frères, les époux leurs épouses, les trompettes guerrières accompagnent les chants de la paix, et la joie règne dans tous les cœurs. Lénore parcourut en vain les rangs des guerriers, elle n'y voit point son amant. Nul ne peut lui dire ce qu'il est devenu. Elle se désespère, sa mère voudrait la calmer, mais le jeune cœur de Lénore se révolte contre la douleur, et, dans son égarement, elle renie la providence. Au moment où le blasphème est prononcé, l'on sent dans l'histoire quelque chose de funeste, et dès cet instant, l'âme est constamment ébranlée. À minuit, un chevalier s'arrête à la porte de Lénore. Elle entend le hennissement du cheval et les cliquetis des éperons. Le chevalier frappe, elle descend et reconnaît son amant. Il lui demande de le suivre à l'instant car il n'a pas un moment à perdre avant de retourner à l'armée. Elle s'élance, il la place derrière lui sur son cheval et part avec la promptitude de l'éclair. Il traverse au galop, pendant la nuit, des pays arides et déserts. La jeune fille est pénétrée de terreur et lui demande sans cesse raison de la rapidité de sa course. Le chevalier presse encore plus les pas de son cheval par ses cris sombres et sourds et prononce à voix basse ces mots. Les morts vont vite, les morts vont vite. Lénore lui répond « Ah, laisse en paix les morts !» Mais toutes les fois qu'elle lui adresse des questions inquiètes, il lui répète les mêmes paroles funestes. En s'approchant de l'église où il l'a menée pour s'unir à elle, l'hiver et les frimas semblent changer la nature elle-même en un affreux présage. Des prêtres portent en pompe un cercueil et leurs robes noires traînent lentement sur la neige, linceul de la terre. L'effroi de la jeune fille augmente, et toujours son amant la rassure avec un mélange d'ironie et d'insouciance qui fait frémir. Tout ce qu'il dit est prononcé avec une précipitation monotone, comme si déjà, dans son langage, l'on ne sentait plus l'accent de la vie. Il lui promet de la conduire dans la demeure étroite et silencieuse où leurs noces doivent s'accomplir. On voit de loin le cimetière, à côté de la porte de l'église. Le chevalier frappe à cette porte, elle s'ouvre, il s'y précipite avec son cheval qui fait passer au milieu des pierres funéraires. Alors le chevalier perd par degrés l'apparence d'un être vivant. Il se change en squelette, et la terre s'entr'ouvre pour engloutir sa maîtresse et lui. En gros, la trame principale de cette histoire, qui n'est pas très fun, c'est que Lénore a blasphémé, par conséquent elle doit être punie, donc on fait revenir des morts son amant qui vient la chercher, pour l'amener, elle aussi, au royaume des morts.
Comme vous le voyez, Vernet choisit l'instant du passage du vivant vers la mort, ambiance qu'il parvient parfaitement à rendre avec la révélation du visage du cavalier qui rentre en contraste total avec le noir de la toile. Pour démoniser un petit peu plus l'ambiance, il rajoute du feu au cheval qui semble plutôt être un passeur vers les enfers. Évidemment, on a le cadre qui participe à la morbidité de la scène. On est quand même dans un cimetière, en pleine nuit, avec une petite brume mystérieuse qui se lève. La mort, elle va entourer Lénore par tous ces éléments, que ce soit le squelette qui est donc déjà mort, mais aussi les morts du cimetière, le cortège funèbre, la chouette qui les observe et qui ne présage rien de bon, et bien entendu sa destination qui va l'amener à mourir. Lors de mes recherches, j'ai trouvé cette phrase qui, je trouve, résume très bien cette toile. C'est lorsque la lumière se retire que se libèrent les forces obscures. Par contre, du coup, je vous ai dit qu'à l'origine, c'est un texte allemand. Du coup, comment Vernet, il a pu se procurer ce texte, comment il a pu le comprendre, etc., etc. Déjà, je pense que vous avez quelques pistes, étant donné que j'ai lu un texte de Madame de Staël, mais effectivement, il va avoir des traductions en France des poèmes allemands, des poèmes de Bürger, et qui vont être assez populaires et qui vont servir de ressources aux artistes. Donc pour la petite histoire, ce texte est d'abord traduit par Pauline Brady en 1811, mais il va surtout être popularisé avec Madame de Staël qui l'aborde dans son ouvrage de l'Allemagne, et aussi avec la traduction de Gérard de Nerval de 1829, et évidemment il y aura d'autres traductions après. C'est un thème qui est donc connu des artistes qui vont bien traiter de ce sujet, hein. On a quand même pas mal d'œuvres. Quelques exemples, on va avoir la gravure de Boulanger pour le poème Les fantômes de Victor Hugo qui s'inspire de cette ballade. On a aussi les œuvres de Harry Schaeffer qui va peindre différents épisodes de l'histoire. Et puis je vais vous laisser une petite compilation de toutes les œuvres qui traitent de ce sujet. Et vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. C'est pas un thème que tu trouves une fois ou deux chez un artiste un peu underground ou quoi que ce soit. Non, c'est un thème qui est quand même pas mal traité, hein. Pour ce qui est de la version de Vernet, bien que le cinéma n'existe pas encore à cette époque, je trouve que sa toile, elle est hyper cinématographique slash théâtrale, du coup, pour correspondre un petit peu mieux à cette époque, puisqu'on a cet effet de révélation de la personne qui se trouve sous le casque du chevalier, et puis on a tout ce mouvement du cheval qui arrive vers nous, mais en fait pour plonger dans ce fameux trou. Donc vraiment, c'est très théâtralisé comme composition et mise en scène, si on veut. C'est aussi une toile teintée de ce qu'on va appeler le romantisme. C'est un courant que j'ai abordé non-stop, je pense, sur cette chaîne. Du coup, si vous savez pas trop ce que c'est et que vous voulez un petit peu plus de détails là-dessus, je vais vous mettre dans le petit des analyses où j'explique un peu mieux ce qu'est le romantisme. Mais en tout cas, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que forcément, le poème de Bürger, il allait plaire à un romantique parce qu'on a de l'amour, on a une mort, on a un châtiment et on a aussi de la terreur. Donc vraiment, ça c'est leur petit péché mignon, donc ça peut être vraiment un sujet super à traiter pour eux. Par contre, ce qui est étonnant dans la production de Vernet, c'est du coup la manifestation d'un romantisme super tard dans sa carrière, et ça c'est un petit peu étrange, parce que je rappelle, c'est ça qu'il fait normalement. Et du coup, c'est vraiment étrange de trouver une œuvre romantique dans sa production. C'est quand même étrange, mais on remarque quand même quelques-unes de ses habitudes, notamment sur le motif du cheval. En fait, comme son très grand ami Géricault, qui adore les chevaux et les représenter, eh bien, Vernet, ça va être la même chose. Et du coup, il a déjà travaillé autour de ce motif, et on va pouvoir reconnaître un petit mélange entre deux de ses œuvres. Donc la première, c'est Course des chevaux libres, où on pourrait dire par exemple que la puissance du cheval blanc, c'est une puissance qu'on va retrouver dans la morphologie du cheval de Lénore. Et on a une référence qui sera beaucoup plus visible, je pense, pour vous, c'est le cheval de Mazeppa et les loups, notamment pour son aspect longiligne, mais aussi pour la position de sa tête, qui est quasiment, si ce n'est exactement, la même position que le cheval de Lénore. Et puis on pourrait même se dire que l'action du cheval de Mazeppa va sûrement être le prochain mouvement du cheval de Lénore, qui va plonger dans ce fameux trou. Aussi, il a été établi que Vernet renoue avec ce fameux motif du cheval emballé qu'il a donc déjà travaillé dans ses œuvres ultérieures.
Il y a un autre point que les historiens de l'art vont aborder, c'est que cette œuvre serait la conjonction de deux éléments. D'abord la popularisation des textes allemands et notamment des poèmes qui vont souvent convoquer un univers fantastique, un peu macabre, etc. et qui vont beaucoup plaire en fait aux artistes, mais aussi c'est la conjonction avec un deuxième élément qui est une invention qui est apparue en 1815 qui s'appelle la lithographie. Permet aux artistes de se rendre compte de l'étendue des possibilités du noir. Notamment sur le fait qu'on peut créer des noirs encore plus profonds. Comme vous l'avez remarqué, c'est une toile qui est super sombre, donc il a bien exploité ce côté-là Vernet, surtout que Vernet lithographie lui aussi. Il y a aussi un autre élément, c'est le fait que le motif principal se détache vraiment du reste de la toile. Pour ce qui est de la réception critique de cette œuvre, j'ai trouvé plutôt j'ai pas trouvé beaucoup de réception critique, mais pour ce que j'ai trouvé, c'était quand même plutôt positif, même si je remarque qu'ils sont peut-être un petit peu plus élogieux pour la reproduction gravée faite par Jazet que je t'ai montré pour te montrer un peu plus clairement les détails dans la toile. Au final, elle va être achetée par un certain Urvois de Saint-Bedan qui est un homme politique et qui, quelques années avant sa mort, va faire don de sa collection à la ville de Nantes. Et du coup, aujourd'hui, cette œuvre, et puis la collection du coup de Urvois de Saint-Bedan, tu peux la voir au musée des Beaux-Arts de Nantes. Voilà pour l'analyse d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris un petit peu plus de choses, peut-être que vous aussi vous avez remarqué le lien avec Sleepy Hollow quand vous l'avez vu la première fois, j'espère ne pas être folle, mais voilà, je trouvais qu'il y avait quand même un lien à faire. Donc ça sera tout pour aujourd'hui, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, normalement la semaine prochaine, salut!